Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors cette semaine, on accueille une personne qu'on a déjà accueillie il y a à peu près un an, en l'occurrence Benjamin Burbaumer. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Alors, Benjamin, il a rédigé, on l'avait interviewé à propos de ça, un livre aux éditions de la Découverte qui s'intitule « Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation ». Donc il est économiste et maître de conférence à Sciences Po Bordeaux. Et donc la raison pour laquelle on a voulu le faire venir là, c'est évidemment en rapport avec l'enlèvement de Maduro dont tout le monde parle ces derniers jours. Parce que on a l'impression qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a plusieurs difficultés par rapport à cet événement-là, pour essayer de le penser. La première, c'est que habituellement, on est habitué à ce que lorsqu'il y a ce genre d'opération extérieure états-unienne ou autre, que en fait, le rôle des gauchistes, c'est de dire « Ah, ils veulent nous faire croire qu'en fait, c'est pour sauver la démocratie, mais en réalité, c'est pour le pétrole, etc. » Donc, une espèce de volonté de révéler le dessous des cartes que les politiciens dissimuleraient, et que donc oui, on aurait pour tâche de révéler. Or là, la particularité, c'est que Donald Trump assume pleinement que le but de l'opération, c'est d'aller faire les poches du Venezuela. Les gauchistes du monde entier se retrouvent un petit peu les fesses dans l'eau, parce que qu'est-ce qu'il y a à dire quand une opération est aussi ouvertement assumée. Une des choses qui revient quand même régulièrement, mais qui n'est pas assumée par Trump, c'est évidemment l'enjeu géopolitique, l'enjeu par rapport à la Chine, l'enjeu par rapport à Cuba, l'enjeu par rapport aux terres rares au Groenland, etc., etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voulait inviter Benjamin. Depuis lui son expertise, qui est une expertise d'économiste, qui a beaucoup travaillé sur les différentes formes de l'impérialisme, qui a beaucoup travaillé sur le rapport entre capitalisme et mondialisation. La thèse de son livre, c'est que le capitalisme vient détruire la mondialisation. Et donc, on va pas du tout le pousser à nous refaire toute sa démonstration, parce qu'on mettra un lien vers la vidéo, qui était une longue vidéo de quasiment 2 heures qu'on avait faite il y a un an, où il expliquait tout ça de manière absolument limpide, mais on va plutôt repartir de là. Et donc notre espèce de première question, c'est selon toi Benjamin, qu'est-ce que donc, d'un point de vue géopolitique et économique, qu'est-ce que vient potentiellement ajourner ou remettre en question cette opération de Trump sur le Venezuela? Donc, c'est une question vague, et par ailleurs tu peux tout à fait ne pas avoir de réponse définie. L'idée, c'est plutôt de faire une espèce de recherche, de voir un peu ce que les uns et les autres pensent de la situation. Bon, on va explorer un petit peu alors. Bon, comme tu l'as dit, Trump a été assez transparent sur l'objectif de l'opération, mais ce sur quoi il a été moins transparent, c'est les implications. Et donc on va essayer peut-être de trouver un peu quelles vont être les différentes implications et qui est-ce que ça arrange et qui ça met en difficulté. Et pour ce faire, mais je pense que la contradiction est un bon guide pour l'analyse. Et donc on va partir de 2 contradictions importantes que je vois très immédiatement. La première, évidemment, c'est la contradiction à l'échelle mondiale, l'antagonisme entre les États-Unis et la Chine. Et là, clairement, la montée en puissance de la Chine, met en difficulté la supervision américaine du capitalisme mondial et les profits extraordinaires des firmes américaines qui en dépendent. Donc, il y a une première contradiction à ce niveau-là, puisque, bien que Trump ait insisté que la Chine est bien sa cible principale pendant son premier mandat, pendant sa campagne électorale, et aussi pendant sa première année de mandat maintenant, le plan de l'endiguement de la Chine est plutôt mitigé. On pourra détailler ça par la suite. Mais voilà, donc un premier aspect, la Chine. Et puis, il y a une deuxième contradiction qui, elle, est plus de nature intérieure aux États-Unis. Trump a pu gagner les élections parce que Biden a été incapable de lutter contre l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat qui en découlent. Maintenant, il se trouve que la politique fiscale de Trump est extrêmement inégalitaire, favorise les ménages les plus aisés et le capital de façon plus générale, mais pénalise de façon tout à fait notable les travailleurs américains. Et le problème du pouvoir d'achat
est un problème qui devient de plus en plus important aux États-Unis. On a pu voir il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, que Trump a exempté une série d'aliments, des droits de douane par exemple, pour les rendre moins chers à nouveau. De la même manière, en quelque sorte, la victoire électorale de Zohran Mamdani à New York, eh bien, elle illustre aussi une préoccupation pour cette question-là. Et clairement, les ménages, et on a une enquête tous les mois de l'Université de Michigan, les ménages anticipent que l'inflation va être plus élevée dans le futur, et ce, dans une situation où les revenus stagnent depuis au moins 2021. Donc, la question du pouvoir d'achat, elle est importante, et l'agression américaine au Venezuela a précisément aussi comme implication, du moins dans la tête de Trump, de faire baisser les dépenses contraintes des ménages, notamment en termes de carburant. Donc voilà, je vois deux contradictions, et je pense qu'à partir de ces deux contradictions, on peut développer un peu le sens de l'enlèvement de Maduro. Et juste avant de continuer, par rapport à la deuxième contradiction et à la question du pétrole, il m'a semblé que assez vite, les pétroliers se disaient qu'ils ne voulaient pas investir ou qu'ils hésitaient à investir au Venezuela. Et donc qu'il y avait aussi une espèce de tension interne à cet impérialisme ou à ces choix stratégiques. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur le fait que peut-être que finalement, ils ne vont pas exploiter ce pétrole, ou très peu? Pour mieux appréhender cette question, il faudrait faire une sorte de double différenciation. Une différenciation dans le temps et une différenciation à l'intérieur du secteur pétrolier. À l'intérieur du secteur pétrolier, il y a les grands groupes, et c'est eux qu'on entend essentiellement aujourd'hui. C'est donc les Chevron, Exxon et compagnie. Et donc c'est eux les candidats, en quelque sorte naturels, d'appropriation du pétrole vénézuélien. Et de l'autre côté, il y a le secteur des huiles de schiste aux États-Unis. C'est des entreprises plus petites, plus orientées aussi vers le marché intérieur américain. Et ces deux-là n'ont dans cette histoire pas les mêmes intérêts. Donc, les seconds, eux, ils ont besoin d'un prix de pétrole assez élevé pour que leur affaire soit rentable. Et eux, ils se disent, mais là, Trump, il fait une campagne sur le pouvoir d'achat, ça va nous concerner déjà directement. Et en plus, si les autres entreprises, les grandes, vont dans un futur proche exploiter le pétrole au Venezuela, eh bien, l'offre de pétrole dans le monde va augmenter, le prix va encore plus chuter, et donc leur entreprise, l'entreprise des petits producteurs de schiste aux États-Unis, eh bien, va en quelque sorte s'effondrer. Donc, eux, ils sont vent debout contre ce qui se passe là, et ce, a fortiori, que précisément les grandes entreprises ont effectivement fait savoir que au Venezuela, il y a certes plus Maduro, mais la situation n'est pas non plus idéale. Qu'est-ce qui va se passer si un autre président arrive dans quelques années? Parce que si on investit sur place, c'est des investissements dans long terme. Donc, et qu'il y a une nationalisation ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il pourrait y avoir à nouveau un cycle d'expropriation si jamais il y a un changement politique au Venezuela. Donc ils sont réticents. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une réticence fondée sur leur comptabilité d'entreprise, ou si c'est parce que les entreprises aujourd'hui, et surtout les grandes, ont tellement pris l'habitude qu'on leur file des subventions supplémentaires, qu'on les soustrait au risque entrepreneurial. Donc ça, c'est difficile à démêler, mais en tout cas, il y a deux fractions, et puis au sein du gouvernement Trump, il y a clairement cette conviction que dans les 12 mois à venir, eh bien, le pétrole vénézuélien va être exploité et ça va faire baisser le prix à la pompe aux États-Unis. Donc il y a clairement cette idée, et ça a déjà commencé un petit peu parce que de fait, les États-Unis confisquent actuellement la production pétrolière vénézuélienne, même si elle est beaucoup plus faible qu'il y a quelques années, ils la confisquent, et donc ça fait déjà une augmentation de l'offre. Donc il y a quand même quelque chose de bien réel là. Donc ça, c'est la différenciation à l'intérieur du secteur. Et ensuite, il y a une différenciation dans le temps aussi qui me semble importante dans cette histoire, c'est que dans l'immédiat, donc Trump veut faire baisser le prix du pétrole pour les consommateurs américains. Mais à moyen et à long terme, étant donné que le pétrole est une ressource non renouvelable, eh bien c'est important de mettre la main sur les réserves les plus importantes au monde, et il se trouve que c'est bien au Venezuela que ça se passe. Donc il y a cet aspect-là, et qui, à long terme, pourrait même à nouveau aussi plaire
aux producteurs des huiles de schiste, parce que si vous prenez Standard & Poor's, si vous prenez l'Agence internationale de l'énergie, ils nous disent à l'horizon de quelques décennies, le prix du baril, il va dépasser les $100, et donc ça va être profitable pour tout le monde. Et à ce moment-là, on sera dans une situation où l'offre sera déjà réduite, mais il y aura très probablement toujours une demande mondiale très importante. Et donc de ce point de vue-là, c'est évidemment essentiel de mettre la main sur le pétrole aujourd'hui. On pourra d'ailleurs, pour ce qui est des préoccupations sur le pouvoir politique au Venezuela, ajouter que par exemple la fameuse Delcy Rodriguez, elle fait partie des gens les plus libéraux au sein du gouvernement vénézuélien. C'est eux qui promeuvent à l'intérieur un modèle chinois avec beaucoup de libéralisation. On pourra peut-être détailler ça par la suite, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le Hugo Chavez qui exproprie les firmes pétrolières américaines. Mais justement, par rapport, parce qu'en discutant avec Blaise de tout ça dernièrement, Blaise disait dans le fond, cette opération qui se présente comme une espèce de démonstration de force, d'audace, etc. Dans le fond, est-ce que c'est pas la preuve d'une espèce de puissance déchue des États-Unis, enfin une espèce de manière de se raccrocher aux branches pour essayer d'aller piquer des trucs à droite à gauche, parce que l'économie américaine serait en train si ce n'est de péricliter, en tout cas serait en mauvaise passe. Et donc ma question, pour revenir toi à ce qui est l'espèce de base de ton livre, à savoir l'équilibre, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, comment est-ce que toi est-ce que tu as l'impression que ça reconfigure un petit peu les choses ou non? Et je double ça d'un truc, c'est que dans l'interview de l'année dernière, tu disais Trump il veut l'hégémonie américaine, mais il veut pas plaire, quoi. Il veut pas il s'en fiche que le pouvoir de séduction des États-Unis, il en a rien à cirer. Et donc voilà, toi, par rapport à ce que tu visualisais de ce qu'était ou de ce qu'on pensait qu'allait être Trump il y a un an vis-à-vis de la question de la Chine et globalement de l'économie mondiale et de ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que toi t'analyses ça, quoi? C'est très large comme contexte. Mais... Bon, on est parti de la question pétrolière, elle est importante. Mais elle n'a pas la même importance que pendant l'invasion de l'Irak, par exemple, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont de fait autosuffisants en pétrole. Mais en réalité, déjà au moment de l'Irak, c'était pas seulement pour le pétrole, pour la consommation américaine. Quand on est première puissance mondiale, quand on prétend à superviser le capitalisme mondial, il ne suffit pas de s'approprier les ressources pour sa propre consommation, il faut servir les autres aussi, pour qu'ils acceptent en quelque sorte leur subordination. Et là, à nouveau, mettre la main sur le pétrole vénézuélien est une manière d'assurer aux États-Unis aussi une capacité à bien arroser tout le monde, tous leurs alliés, et surtout dans un contexte où les États-Unis font quand même comprendre que le pétrole leur est très important. C'est la raison pour laquelle, fin décembre, il y a eu des bombardements au Nigeria et qu'il y a quelques mois, il y a eu des bombardements aussi en Iran. Donc, clairement, c'est une démonstration de force dans la mesure où ils peuvent dire nous, on a les capacités militaires qui nous permettent de nous approprier les ressources là où ils se trouvent. Donc ça, c'est un élément important et qui permet aussi d'enchaîner ensuite sur la question de l'hégémonie. Alors, dans la mesure où l'hégémonie est précisément le mariage de la force et du consentement, on va forcer de constater que le consentement, Trump effectivement s'en fiche un peu, et même de plus en plus. Et là, on a l'illustration à nouveau, et Gramsci dirait que la démarche de Trump, c'est pas une démarche hégémonique, c'est une démarche de domination. Et on pourrait presque dire, vu que tout le monde lui cède tout le temps, il serait un peu idiot de ne pas continuer comme ça. Enfin, les Européens acceptent un traité, un arrangement commercial extrêmement défavorable aux entreprises américaines. C'est ce qui s'est passé en juillet de l'année dernière. Européenne, tu veux dire. Oui, européenne, pardon, j'ai dit quoi Américaine. Européenne. Voilà, les Européens acceptent un arrangement commercial extrêmement défavorable. Pourquoi Trump arrêterait ? Et tous les autres pays du monde aussi le font, sauf la Chine. On va voir pourquoi la Chine c'est différent. Mais donc, pourquoi arrêter en si bon chemin ? Là, le seul inconvénient, en quelque sorte, d'une démarche de domination, c'est que elle est un peu plus fragile. C'est-à-dire, tant que ça marche très bien. Mais s'il y a des voix qui se multiplient à l'échelle mondiale pour dire, mais en fait, on se fait tous arnaquer, là, ça peut s'effondrer beaucoup plus vite qu'une hégémonie. Donc,
je dirais que ce que fait Trump là n'est pas forcément la démonstration d'une faiblesse, mais c'est une force qui, elle, est en quelque sorte plus fragile que la force d'une hégémonie. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, alors, à nouveau, on a parlé de pétrole, mais en réalité, je vois dans cette opération, parce que bon, il faut quand même révéler des choses cachées. Voilà, un peu de démystification. Je vois quand même une préoccupation un petit peu plus large. Parce que le signe envoyé, c'est aussi que nous, grâce à nos bases militaires partout dans le monde, donc on revient aux infrastructures militaires, auxquelles je m'intéresse justement dans le livre aussi, grâce à nos infrastructures militaires dans le monde entier, eh bien, en quelques heures, on peut intervenir. Et en quelques heures, on peut, par exemple, même enlever un chef d'État. C'est ce qui est quand même une singularité de cette affaire-là. Et donc, une intervention rapide en Amérique latine, eh bien, ça peut mettre aussi en cause les à peu près 200 projets de construction d'infrastructures physiques, des ports, des chemins de fer, que la Chine réalise depuis une bonne quinzaine d'années en Amérique latine. Donc là, on peut en quelque sorte faire le lien aussi avec d'autres déclarations de Trump sur le Panama, par exemple. Donc, clairement, une des implications de cette opération, c'est aussi que, la Chine, en fait, vous pouvez investir en Amérique latine, mais on peut vous enlever tout ça. Et si on vous enlève tout ça, eh bien, c'est aussi des dizaines et des dizaines de milliards de perdus. Donc, c'est une question à la fois économique et politique. Non, je voulais simplement dire que ça donnait l'impression d'une forme de défensive, mais victorieuse, donc enfin de dominateur, comme tu le dis. Et le fait que, mais une question, c'est peut-être, mais pourquoi il a plus besoin d'hégémonie? Pourquoi la domination suffit? C'est quand même étonnant, parce que j'ai l'impression que c'est presque la Chine qui va essayer de produire un discours hégémonique, un discours d'équilibre mondial, un discours de multilatéralisme ou je ne sais quoi, tandis que les États-Unis, non, plus du tout. Alors, à ton avis, pourquoi maintenant Trump, est-ce que c'est lié à sa subjectivité, sa personnalité, ou à autre chose, pourquoi maintenant il n'y a plus besoin de vernis, pourquoi il n'y a plus besoin de revendiquer le droit, d'articuler un discours hégémonique à sa domination mondiale? Alors là, je n'ai pas une réponse définitive. Une des hypothèses qu'on pourrait émettre, c'est que depuis un an, Trump il a été très direct, il était très clair, et ça fonctionne. Alors quand on regarde les enquêtes de popularité de Trump dans le reste du monde, là, la popularité des États-Unis s'effondre, donc les gens dans le monde entier détestent Trump, mais ça ne l'empêche pas du tout d'agir. Et a fortiori que, tous les chefs d'État, sauf les Chinois, c'est un peu des petits lapins peureux devant le chasseur Trump. Donc ça fonctionne. Donc ça pourrait être une explication. Okay. Mais on pourrait sans doute en trouver d'autres. On pourrait aussi dire que finalement, en fait, Trump, même si je viens de dire que c'est une démarche de domination et que pour l'instant, elle fonctionne, pourrait quand même aussi émettre l'hypothèse que finalement, Trump, en étant assez ignorant vis-à-vis de l'importance de l'hégémonie, eh bien, il va quand même un peu accélérer un affaiblissement des États-Unis. Mais ça, voilà, on ne peut pas le trancher définitivement à l'heure actuelle, je pense. Et peut-être une autre question, à ton avis, pourquoi il y a peu de réactions à une domination si évidente? C'est-à-dire, pourquoi les Européens ils font pas un bras de fer plus fort? Pourquoi d'autres pays... je sais pas, est-ce que c'est simplement parce qu'ils reconnaissent leurs propres faiblesses économiques, militaires, pratiques, etc. ou autre chose? Pour les Européens, en tout cas quand il y a eu ces négociations en juillet 2025, il a beaucoup été dit que les Européens espéraient qu'en cédant sur le plan commercial, Trump allait renforcer le soutien aux Européens dans le conflit autour de l'Ukraine, ce qui ensuite il n'a pas fait. Mais je pense que c'est une explication de surface. C'est juste un tout petit bout de l'explication. Quand on regarde un peu plus profondément dans les circuits du capital à l'échelle transatlantique, eh bien on a une dynamique très très claire depuis des décennies. C'est une dynamique où le capital américain arrive en Europe, investit, et ces investissements n'ont pas seulement des effets politiques, ils ont des effets sur la composition de classe, en Europe de l'Ouest en tout cas. À chaque fois qu'il y a de nouveaux investissements américains sur le continent européen ou en Europe de l'Ouest au moins, eh bien,
se renforce une nouvelle fraction de la bourgeoisie dans ces pays-là. De sorte à ce qu'on ait d'un côté un peu la bourgeoisie nationale, voilà, avec les capitalistes français, les capitalistes néerlandais, qui, voilà, chacun chez eux. Et à côté de cela, il y a ce que Poulantzas, par exemple, aurait appelé une bourgeoisie intérieure pro-américaine. Donc il y a une nouvelle fraction de la bourgeoisie qui est bien consciente que matériellement, ses origines sont aux États-Unis et que, en quelque sorte, sa reproduction ne dépend pas seulement de la réalisation de profits dans le pays cible de l'investissement, mais aussi dans le pays de provenance. Et donc, de cette façon-là, on a une nouvelle fraction de la bourgeoisie dans les pays ouest européens qui est foncièrement pro-américaine, et c'est elle qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que les investissements américains augmentent en Europe de l'Ouest. Et ça, j'ai pu le retracer, ça augmente très très fortement, même encore ces dernières années et décennies. Et c'est pas seulement un renforcement d'une des fractions de la bourgeoisie, mais au fur et à mesure que cette bourgeoisie intérieure pro-américaine se renforce, eh bien la bourgeoisie nationale se désagrège, s'affaiblit politiquement. Et donc, quand on est dans une Europe où la bourgeoisie intérieure pro-américaine joue un rôle de plus en plus important, eh bien on a aussi des décisions politiques qui sont fondamentalement favorables, ou en tout cas incapables de fondamentalement critiquer les États-Unis. Et je pense que c'est ça l'explication fondamentale de l'incapacité des dirigeants européens à résister à Trump. Et précisément, la Chine, elle a toujours bloqué l'émergence d'une bourgeoisie intérieure pro-américaine. Donc les investissements américains en Chine sont beaucoup moins importants. D'une part, parce que beaucoup de capitaux américains qui arrivent en Chine le font en réalité à travers des réseaux de sous-traitance où il n'y a pas de transfert de capital, mais plutôt voilà, juste une délégation de tâches. Et en plus, eh bien, l'appareil d'État chinois s'assure aussi à ce que dans les directions, enfin dans les firmes publiques chinoises, il y a des directions qui tournent de sorte à ce qu'il ne peut pas y avoir de réseau de connivence entre des entreprises d'État et des entreprises privées fondées sur de l'investissement étranger. Donc je pense que là, dans la propriété du capital, on a en quelque sorte aussi une clé d'explication importante pour les réactions différentes des uns et des autres. Et selon toi, est-ce que ça vient altérer les définitions qu'on a habituelles de l'impérialisme, cette opération d'enlèvement de Maduro? Parce que en général, quand on parle d'impérialisme, enfin ceux qui parlent d'impérialisme en tout cas, il y a toujours un aspect de colonisation, etc. Ça, là, ce qui est amusant entre guillemets dans le discours de Trump qui a accompagné l'enlèvement de Maduro, c'est donc comme je le disais au début, il dit pas alors il y a cette histoire de narcotrafic, etc. Mais ça, on sent bien que personne n'y croit trop. Enfin, en tout cas, c'est absolument secondaire. Mais en tout cas, il dit pas du tout on va ramener la démocratie au Venezuela. Il dit vraiment on va mettre nos entreprises américaines qui vont mieux prendre le pétrole que ce que eux vont faire, et ils en auront leur part, etc. Et donc c'est comme si c'est une espèce d'impérialisme managérial, mais au sens de manager de McDo, quoi. On va dire, vous managez mal vos trucs, vous inquiétez pas, on vous dégage, on prend le volant, en fait, rien n'est changé de la voiture, on chope juste on prend le volant à Maduro, et par ailleurs on va en prendre un petit peu entre. Et ça, j'ai l'impression que quand même ça modifie quelque chose quant à l'idée qu'on se fait d'impérialisme, qui est en général un truc toujours accompagné d'une espèce d'idéologie, quoi. Là, il y a zéro idéologie. Et je dis ça d'autant plus volontiers que, et ça c'est un peu une autre question après, mais c'est les questions par rapport au Groenland, etc., où on voit bien que ce qui se dessine, c'est des opérations de prédation plus que des opérations politiques, quoi. J'ai l'impression. C'est intéressant que tu mentionnes le mot de prédation. Je pense qu'on a la distinction que fait Marx entre plus-value absolue et plus-value relative, elle est intéressante à ce stade, parce que on est bien, si on prend le capitalisme à l'échelle mondiale, dans une phase de ralentissement. Et en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, chaque décennie affiche des taux de croissance moins élevés que la décennie précédente. Donc on a vraiment un ralentissement. Donc manifestement, il y a là un côté épuisement en quelque sorte dans le capitalisme. Et ça a un impact sur les stratégies d'entreprise. Parce que s'il n'est plus possible de générer à grande échelle de la plus-value relative grâce à une augmentation de la productivité, eh bien ce qui reste comme option, c'est de prendre juste aux autres. Donc on fait de la plus-value absolue.
Sauf que cette fois-ci, on n'allonge pas la journée du travail, mais on prend ce qui est aux capitalistes d'ailleurs. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à ça, et si ça devient une pratique de plus en plus répandue, effectivement, à un moment, ça fait plus beaucoup de sens d'essayer de voiler ça, parce que la pratique est amenée à se multiplier, presque. Alors, après, je pense qu'on peut... Enfin, en tout cas, les puissances impérialistes peuvent pas pour autant pleinement faire l'économie d'idéologie. Ils doivent quand même toujours associer des représentations un peu positives, mais clairement, l'importance de la dimension idéologique, elle semble en recul. En tout cas, c'est ça que cet épisode nous... Et pour revenir à ton livre, ça vient quand même aussi mettre quelques clous supplémentaires dans le cercueil de la mondialisation, parce que la mondialisation, elle peut pas aller de pair avec le fait d'assumer le fait d'aller piquer les trucs de son voisin. Il peut pas y avoir de marché si on s'autorise à voler le voisin. T'as tout à fait raison, parce que justement la mondialisation, c'était la promesse qu'il allait y avoir des parts de marché pour tout le monde, parce que les marchés grandissent. On n'est plus du tout dans cette même optique-là, et c'est parfaitement cohérent aussi avec la politique commerciale de Trump, parce que fondamentalement, c'est aussi ça. On dégrade la position compétitive du reste du monde vis-à-vis de la position compétitive des entreprises américaines, et on essaie comme ça d'améliorer en quelque sorte la performance de l'économie américaine. Donc il y a là clairement quelque chose de particulièrement difficile maintenant pour les libéraux, parce qu'en quelque sorte éclate un peu leur promesse. Bon, ça, évidemment, cette promesse, elle est contestée depuis le début, et elle l'est de plus en plus. Mais si là, même les États-Unis ne prennent plus la peine de l'entretenir, voilà, c'est que ça va mal. Mais juste, j'ai une question pré-Maduro, c'est que tu disais tout à l'heure que un des enjeux du pétrole, c'était de faire baisser le prix du pétrole, parce que et tu liais ça aussi à Mamdani, au fait que la question du pouvoir d'achat aux États-Unis était importante, et en même temps là tu dis que la politique économique de Trump a plutôt bien réussi, en tout cas que son protectionnisme fonctionne à peu près. Et donc ma question elle est un peu bête, mais c'est: est-ce que le Trumpisme d'un point de vue économique, depuis là pour son deuxième mandat, est-ce que ça fonctionne plutôt bien ou pas? C'est-à-dire que quand tu dis les ménages les plus pauvres ils sont dans la merde, mais est-ce que c'est parce que la répartition est vraiment concentrée sur les plus riches, en gros, qu'est-ce que ça donne le Trumpisme, dont plein d'économistes disaient ça va se casser la gueule, l'économie américaine ça va pas fonctionner. Toi t'as l'impression que ça marche ou que ça marche pas? Je précise que c'est pas que j'ai pas dit que la politique commerciale de Trump marche, mais la logique de la politique commerciale, c'est de piquer des parts aux autres. Donc c'est pas une logique, le gâteau va s'agrandir, mais on va agrandir notre part du gâteau. Et ensuite, quand tu regardes l'évolution de l'économie américaine depuis Trump, ce qui revient en force maintenant, même dans les milieux financiers, c'est cette idée que l'économie américaine prend de plus en plus une forme d'un K. Alors, faut avoir la créativité d'un financier pour voir ce que ça veut dire. Le cas, en gros, c'est... Voilà, il y a une partie qui monte et une partie qui descend. Et cette idée du cas est relative à la consommation des ménages américains, où on a, depuis les années 90, une part de plus en plus importante de la consommation des ménages américains qui revient aux 10% les plus aisés. Donc leur part dans la consommation totale américaine, elle augmente très très fortement, et elle a bondi sous Trump. C'est une dynamique longue, mais elle s'est renforcée sous Trump. Alors que les 80% du bas, voilà, une partie conséquente de la population, leur part, c'est la barre qui descend du cas, donc eux c'est de moins en moins important. Donc on a grosso modo, quand vous prenez la consommation des ménages aux États-Unis, en 90, on avait les 10% les plus aisés qui comptaient à peu près pour 35% de la consommation et qui maintenant sont à presque 50%. Et pour les 80% du bas, c'est l'inverse. Dans les années 90, ils étaient à 80% et maintenant ils sont à 35% à peu près. Donc on a là un vrai problème. Et ça permet ensuite d'enchaîner sur
sur la réalité de la politique commerciale de Trump. Elle a très bien marché vis-à-vis de la Chine dans la mesure où les exportations chinoises vers les États-Unis sur cette année-là ont fortement baissé. Par contre, la Chine a augmenté ses exportations parce qu'elle arrive à compenser par d'autres marchés et aussi parce qu'elle passe par des marchés intermédiaires et de cette façon-là, des marchandises chinoises arrivent toujours aux États-Unis. Donc c'est plutôt un bilan mitigé. Et en plus, on pourrait dire, quand on revient à cette histoire d'infrastructure indispensable à l'économie mondiale, on pourrait se dire, sur d'autres plans aussi, le bilan de Trump, il est plutôt mitigé. Alors certes, il a réussi à ce que les autorités chinoises réduisent leurs restrictions d'exportation de matières stratégiques. Donc c'est vrai que là, il a un petit succès. Mais en même temps, typiquement sur les questions monétaires, eh bien là, la montée en puissance du renminbi, elle n'a pas du tout été freinée. Et là encore, le Venezuela, depuis quelques années, fait partie d'un petit nombre de pays qui facturent une part croissante de leur pétrole en monnaie chinoise, en renminbi. Donc là aussi, on peut donc lire dans l'intervention de Trump aussi une sorte de tentative de renforcer le rôle prépondérant du dollar et surtout d'affaiblir le renminbi. Mais donc voilà, le bilan de Trump, il est mitigé sur la politique extérieure, mais il y a eu un effet clair sur la politique intérieure, c'est que les droits de douane ont effectivement renchéri, et probablement le renchérissement, il va continuer parce que ça a pu être atténué par la constitution de stocks, des choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, on pourrait plutôt anticiper que... Renchéri, tu veux dire peser sur la consommation des... Voilà, sur le pouvoir d'achat des ménages, et ça va probablement continuer. J'allais ajouter quelque chose encore à ça. Mais non, voilà. Donc c'est ça la dynamique, c'est que la politique économique extérieure, son bilan est mitigé, mais à l'intérieur, clairement, ça génère des tensions très très fortes. Si on prend le point de vue des contradictions que tu as citées au départ, les deux au moins, d'une certaine façon, c'est une logique propre aux États-Unis, actuelle, profonde. C'est pas juste un événement lié à Trump. Est-ce que, parce que si je pose cette question, c'est parce qu'il semblerait qu'en ce moment, le parti de Trump est en train de perdre élection sur élection, place siège sur siège, des républicains le quittent, etc. La tension, la contradiction interne augmente, y compris au niveau physique dans la rue. Et du coup, la question c'est, est-ce que ceux qui disent oui, dès que Trump partira, ça va changer, ils ont raison, ou alors au contraire, ils sont en train de regarder par le petit bout de la lorgnette le spectacle, et ce qu'ils ne voient pas, c'est c'est une logique globale, enfin en tout cas mondiale, et que ça s'explique pas du tout par là. L'argument ou un des arguments clés de mon livre sur les États-Unis et la Chine, c'était précisément de dire les tensions ne sont pas le fruit d'un seul homme, du premier Trump, du deuxième, ou que sais-je de qui d'autre. C'est une dynamique qui est inhérente au capitalisme. C'est le capitalisme qui mine la mondialisation et cela se traduit par des tensions accrues entre les différents pays. Et dans cette optique-là, certes, il y a des singularités. Trump a des singularités. On pourra faire une liste de singularités. Mais à l'échelle du capitalisme mondial, je vois plus une continuité qu'une rupture. Et cela m'amène à dire que même si Trump part dans quelques années, eh bien, les États-Unis ne seront pas plus apaisés. Concernant le conflit avec la Chine, c'est assez évident, parce que là, clairement, déjà Obama en a pris conscience et a pris des mesures. Joe Biden a poursuivi un peu la politique de Donald Trump sur le plan de la politique économique extérieure, mais même sur l'intérieur. Je pense qu'il n'y aura pas si vite un changement fondamental, avec le logiciel qui prévaut au sein du Parti démocrate aussi. Tout à l'heure, j'ai précisé que le revenu des ménages américains est en stagnation depuis 2021. C'est donc bien avant Trump. C'est donc bien que Joe Biden, lui aussi, a totalement ignoré cet aspect-là. Et ça lui a coûté la réelle élection. Et donc, là, de ce point de vue-là, je ne vois pas pourquoi, magiquement, tout d'un coup, il ferait autrement cette fois-ci. Ou un équivalent de Biden, quoi. Et alors pour revenir sur l'histoire de Groenland, parce que je sais pas, j'ai vu un truc sur Twitter où un type qui voulait absolument révéler le dessous des cartes, comme on veut tous le faire, disait mais donc en fait la véritable cible, enfin en gros l'idée c'est que
ce truc de Maduro, bon, c'est un spectacle, ils seront certainement très contents de prendre ce pétrole, etc. Mais que ce que ça libère, c'est le geste de prédation. Donc c'est la possibilité même d'aller piquer chez le voisin, ce que donc Trump annonce dans la foulée par rapport au Groenland. Et ce type sur Twitter disait la raison pour laquelle le Groenland est dans le fond beaucoup plus important que les réserves de pétrole, c'est les terres rares, quoi. Donc parce que avec le réchauffement climatique, il va bientôt être possible d'aller récupérer ces terres rares et qu'elles ont un rôle dans la production capitaliste, dans le fond, bien plus précieux que le pétrole. Et il disait grosso modo, ce qu'il y a sous terre au Groenland, c'est le capitalisme de demain, alors que le pétrole, c'était le capitalisme d'hier, quoi. Toi, est-ce que tu visualises un peu ces enjeux-là Alors j'aurais du mal à établir une hiérarchie. Alors spontanément, moi aussi, je suis tenté de dire que les matières stratégiques sont plus importantes parce que c'est effectivement ça qui est essentiel pour le numérique. Mais en même temps, le numérique, il ne fonctionne que quand il y a de l'énergie. Et quand on a cette idée qu'il n'y a pas de vraie transition, mais juste une juxtaposition de nouvelles sources d'énergie, eh bien le pétrole joue toujours un rôle assez important aussi. Donc c'est pas si facile de faire un peu la part des choses. De la même manière, le geste de piquer chez le voisin, de fait, c'est la réalité du capitalisme mondial depuis son existence. Il y a un formidable livre d'un chercheur qui s'appelle Mauro Marini, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sous-développement et révolution en Amérique latine ». Et la première phrase du livre, c'est l'histoire du sous-développement en Amérique latine est celle du développement du capitalisme mondial. Et ensuite, il retrace de façon à la fois fine et synthétique un peu les raisons qui font que les pays de la périphérie se sous-développent ou pendant que précisément le centre se développe. Et ça se joue pour le Venezuela comme pour plein d'autres pays. Et donc, de fait, on a dans les mécanismes économiques qui organisent le capitalisme à l'échelle mondiale, on a déjà la logique de piquer chez le voisin. Alors ça se fait effectivement en conformité avec le droit des contrats, et donc il y a un voile d'égalité en quelque sorte qui est posé par-dessus à travers les contrats. Mais la réalité, celle à laquelle s'intéressent les économistes, c'est bien une distribution très inégale des ressources. On pourrait dire de façon plus simple, on pique chez le voisin. Alors peut-être la différence, c'est que maintenant on le fait de façon brutale, en intervenant sans le moindre problème, mais la logique de piquer chez le voisin, elle est en quelque sorte déjà inhérente au fonctionnement du capitalisme à l'échelle mondiale. Je voulais juste faire une remarque, c'est complètement hypothétique, mais c'est par rapport au fait qu'il y a quand même des événements qui se sont enchaînés. Le Venezuela, la capture de Maduro, qui est en même temps présenté comme une sorte de spectacle. Et puis, en Iran, éclate une succession de manifestations, d'insurrections, plus ou moins soutenues par les États-Unis et même Israël. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les Iraniens, eux, sont pro-Israël ou pro-États-Unis. Mais par exemple, j'ai vu que le fait qu'il y ait eu la capture de Maduro d'une part, et que Trump dit dans un tweet que si le régime iranien massacre sa population, il interviendra depuis l'Irak, militairement, au fond, ce que ça crée, c'est une forme d'argumentation. C'est-à-dire, s'il avait envoyé ce tweet sans la capture de Maduro, il y a moins de puissance de ce tweet. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme de la domination non hégémonique, donc la domination sans idéologie, qui en fait fonctionne par des actes qui donnent de la conviction ensuite à certains propos et qui permettent alors après peut-être de favoriser le changement d'un régime, par exemple en Iran. Ma remarque, donc elle est un peu générique comme ça, mais j'ai lu dans un article de Romaric Gaudin, donc dans Mediapart, une phrase qui m'a parlé, qui disait « La différence entre la période de l'Irak, de l'invasion de l'Irak, et la capture de Maduro au Venezuela aujourd'hui, c'est que quand Maduro est capturé, la première ministre du Groenland, du Danemark, du Danois, danoise, tremble. Et ça, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose sur la place, le sens de l'impérialisme américain contemporain
et de l'Europe. Et alors, je ne saurais pas comment formuler ma question de manière claire, simple, efficace, mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir apparaître, émerger peut-être sur le long terme, une sorte de configuration avec l'Europe, les États-Unis, une partie de l'Amérique latine, face à la Chine, l'Afrique, peut-être la Russie? Quelque chose comme ça. Une sorte d'hémisphère, mais pas l'hémisphère vertical, mais une hémisphère oblique. Bah, on a beaucoup aussi parlé de cette idée, ou approximativement d'une telle répartition géographique avec la publication de la dernière stratégie de sécurité nationale des États-Unis, où il y a aussi cette idée que les États-Unis veulent surtout garder le contrôle de leur arrière-cour latino-américaine. Mais en réalité, il me semble que le qualificatif géographique a été un peu surestimé. Parce que si on veut contrôler le pétrole vénézuélien, c'est pour des raisons de consommation mondiale. Donc, de ce point de vue-là, l'arrière-cour est certes une entité géographique distincte, mais dont les ressources ne prennent leur sens que quand on les inscrit dans les dynamiques du capitalisme mondial. Et donc, de ce point de vue-là, je suis assez sceptique vis-à-vis de l'idée que finalement, chaque grande puissance va se retrouver juste à créer un bout du capitalisme mondial, parce que précisément, le capitalisme repose sur une dynamique d'expansion. Et parce que précisément les profits extraordinaires réalisés par les firmes américaines sont réalisés dans l'ensemble du monde. Et donc quand on leur enlève un petit bout du marché mondial, eh bien ça baisse leurs profits et ils ne sont pas contents. Et ça, un dirigeant politique américain doit le prendre en compte parce que précisément, et ça je le développe aussi dans le livre, parce que précisément la stabilité politique aux États-Unis dépend d'une appropriation continue par les entreprises américaines de profits produits dans le reste du monde. Donc, de ce point de vue-là, l'idée d'un découpage du monde et que finalement tous les capitalistes des différents grands pays sont contents entre eux, je suis assez sceptique vis-à-vis de cette idée-là. Mais évidemment, tout comme les États-Unis, la Chine et d'autres essayent de se créer un peu leur petit précaré et le tentent en continu, mais la période actuelle montre aussi clairement que le niveau d'agressivité des États-Unis est totalement sans précédent et totalement unique dans le monde. Il y a quand même ça aussi que l'appareil... et on pourrait même dire depuis plusieurs mois déjà. Et c'est pas un peu étonnant, juste en une seconde, même si tu l'as déjà expliqué, mais c'est pas un peu étonnant que la première puissance mondiale, ouais, vraiment, genre, celle qui domine, deviennent agressives. C'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif. On pourrait s'imaginer une lutte d'impérialisme continentaux localisés, de réactionnels justement à une domination et à une hégémonie. Là, c'est le pouvoir dominateur qui veut dominer encore plus. Donc, c'est les interactions mondiales du capitalisme, etc. Mais est-ce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de décrochage massif, de retour d'une lutte des classes pas jouée, quoi, qui fait que les capitalistes américains veulent s'enrichir, et ils ont des problèmes en interne avec une population de plus en plus pauvre. Je sais pas, non, peut-être que ma question est pas très très claire, mais en tout cas, il y a deux éléments dans ma question. C'est juste la première, c'est comment ça se fait que la première puissance mondiale soit agressive. Ça me paraît contre-intuitif. Alors qu'elle domine. Ça me paraît contre-intuitif. Deuxièmement, est-ce que c'est pas lié à une radicalisation d'un antagonisme de classe? Voilà. Alors sur le deuxième point, j'avais appelé ça le piège de l'hégémonie. Depuis longtemps, on parle de l'affaiblissement de l'hégémonie américaine. Là, on a dit, Trump a plutôt l'air de nous faire comprendre que là, on est passé dans une démarche de domination. Et en quelque sorte, la démarche de domination peut être précisément l'aboutissement du piège de l'hégémonie. Parce que le piège de l'hégémonie, c'est quand un hégémon affaiblit, plutôt que de réinvestir le terrain du consentement, se concentre encore plus fortement sur la coercition. Et j'avais déjà identifié ça dans les dépenses militaires américaines, dans les propos tenus et les actes qui ont suivi. Et là, ce que fait Trump m'attend en quelque sorte à accréditer un peu cette hypothèse, et a fortiori que Trump aussi, c'était hier ou avant-hier, ou il y a quelques jours en tout cas, a dit « je voudrais
que très rapidement on augmente de 50% les dépenses militaires américaines, qui sont pourtant déjà de loin, de très 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 loin, les plus grandes dépenses militaires au monde. Donc clairement, chez lui, ça semble relever un peu d'un programme sur plusieurs années. Donc ça, c'est la première chose. Donc clairement, ils agissent par la force. Et évidemment, c'est aussi un peu une option simple. Séduire le reste du monde, ça prend des années. Regagner ce qu'on a perdu en réputation, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors qu'envahir un pays ou enlever son dirigeant, ça peut se faire en quelques heures. Donc il y a cet aspect-là que je vois. Et clairement, ensuite, pour ce qui est de la lutte des classes à l'intérieur des États-Unis, sous Trump, c'était une exacerbation, effectivement, d'un conflit. Ça me permet de détailler un petit peu. Trump a mis en place, c'était une des grandes lois du mandat actuel, qui a été votée cet été, et une réforme fiscale tout à fait monumentale, qui donne énormément d'avantages fiscaux aux ménages les plus aisés, et qui, par le même coup, à travers les droits de douane, renchérit le coût du quotidien proportionnellement beaucoup plus fortement pour les ménages modestes. De la même manière, Trump, c'est aussi une politique répressive beaucoup plus importante qui restreint, entre autres aussi, par exemple, les capacités de mobilisation syndicale ou autres. Et donc, de ce point de vue-là, clairement, il y a une intensification de la lutte des classes et que Trump ne peut ignorer. Et c'est pour ça que, précisément, il essaie de donner des petits gages, et parmi ces petits gages, c'est par exemple en dégradant la position compétitive des entreprises européennes vis-à-vis des entreprises américaines. Il espère qu'il va y avoir un peu plus d'activité aux États-Unis, donc un peu plus d'emplois. Donc voilà, quelques miettes. De la même manière, espérer que le prix du pétrole va à court terme baisser pour les ménages américains, c'est quelques miettes pour la population. Donc, à la fois exacerbation, mais aussi quelques miettes pour apaiser un peu. Ouais, moi j'ajouterais juste qu'il y a, si on se place pas sur le plan économique, mais sur le plan symbolique des représentations, c'est je sais plus si on l'a dit avant, au début de l'interview ou avant en parlant, mais c'est le paradoxe que Trump, depuis le début de son deuxième mandat, assume vraiment un truc de réminiscence de la guerre civile, quoi, où il y a vraiment, les antifascistes sont terroristes, il y a vraiment un truc, les woke sont à pendre, et évidemment... Il vient de faire passer un truc qui désigne les LGBTQIA+, comme terroriste. Voilà, donc un vrai truc de pourchasser les parasites qui sont pas productifs au sein de l'espace national. Parce que je me rappelle, c'est dans une discussion, je crois, avec Eugénie Merriot, elle disait, à la fois à juste titre et maintenant à tort, elle disait, en fait, l'abandon par Trump de la politique extérieure, potentiellement, elle va juste se retourner sur l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens contre qui on va faire la guerre, ça va être la population elle-même. Et donc, dans un premier temps, c'est absolument vrai. Ce qui se passe avec l'ICE en ce moment, c'en est la mise en œuvre avec tous les moyens nécessaires sous nos yeux. Et en parallèle, donc alors même que vraiment les États-Unis apparaissent comme absolument divisés au sein même de sa population, si on prend la population en général, en incluant les migrants, etc., de l'autre, cette opération digne d'une série télé et du meilleur épisode de l'agence Touriste, elle vient aussi quelque part réunifier la figure de l'Américain, quoi. L'Américain audacieux, l'Américain qui... d'un seul coup, on visualise pas des Américains obèses qui vont avoir un infarctus d'une seconde à l'autre et qui sont à moitié demeurés. On visualise des mecs bien entraînés, bien forts, qui vont faire ce qu'ils veulent là où ils veulent, qui vont prendre ce qu'ils veulent prendre là où... Et donc, dans le fond, voilà, l'espèce de paradoxe que je veux dire, c'est que d'un point de vue symbolique, au-delà de la question économique, en faisant ça, dans le fond, il vient réactiver, il vient faire de l'Amérique, de l'Américain un type great. En fait, ce que tu veux dire, c'est que à l'intérieur, il a il produit des représentations de guerre civile et donc de division. Mais à l'extérieur, il produit des représentations qui réunifient l'intérieur. Voilà, exactement. Okay, et que, c'est ça. En fait, donc il y a un paradoxe, mais en fait, qui est probablement pas un paradoxe. Et quand on voit la conférence de presse après l'enlèvement de Maduro, la manière dont tout est composé, c'est vraiment pour dire à quel point le soldat américain est fort, audacieux, préparé, où tout est millimétré. C'est le meilleur des managers. C'est vraiment c'est l'action qui résorbe toute idéologie. Où l'idéologie qui est la pure action, mais action en tant qu'une série Netflix, quoi.
Oui, et en plus, parce que Trump s'est quand même initialement positionné comme quelqu'un plutôt réticent vis-à-vis des interventions extérieures, parce qu'elles coûtent des soldats américains et elles coûtent cher matériellement. Et là, effectivement, c'était bien réussi, parce qu'aucune perte, même extrêmement rapidement. Mais ça va peut-être... Et puis, surtout aussi, aucune occupation. Parce que c'était quand même ça aussi qui coûtait cher à l'État américain d'occuper l'Irak pendant une bonne dizaine d'années, l'Afghanistan pendant 20 ans, alors que là, pas du tout. Et surtout que, de ce point de vue-là, on pourrait même dire que Trump a quand même appris quelque chose aussi. Il a appris quelque chose des échecs en Afghanistan et en Irak. C'est que, en fait, ça sert à rien d'occuper. Mieux vaut peut-être trouver un gouvernement plus ou moins légitime, mais tenu par des locaux. Ça satisfait les intérêts américains beaucoup mieux qu'une occupation qui n'en prend jamais fin. Et il fait une remarque trop drôle dans la conférence de presse, c'est qu'il y a le conseiller militaire qui explique le déroulement des trucs et qui dit ouais, on a juste eu vaguement un blessé, mais on n'a perdu aucun homme. Et lui, il passe par derrière et il dit et on a perdu aucun véhicule. Et il se reprend un peu, il dit mais bon, le plus important c'est les êtres humains, évidemment, mais quand même on a perdu aucun véhicule. C'est-à-dire que vraiment, il est là, genre les gars, ça nous a rien coûté, on n'a rien laissé sur place. C'est pas l'Irak où on laisse des millions de tonnes de matos et des milliards de dollars de matos. C'est non, vraiment, on est juste allé piquer les clés de la pompe machin, et on est reparti, et ça nous a rien coûté, quoi. C'était une abduction, comme un ovni. mais par rapport au Venezuela, on n'a pas trop parlé du Venezuela, au sens de son gouvernement, de son régime politique. Bon, j'ai lu, après, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai lu des textes variés, dont certains disaient que, quand même, cette opération, c'est pas juste les États-Unis tout seuls qui ont décidé de prendre Maduro, et puis qui l'ont abduqué, et puis voilà, que de l'intérieur même du régime, il y a des espèces de convergence ou de connivence avec Trump, et que, enfin, du coup, d'une certaine manière, il y a un lien entre la possibilité aussi réussie de cette opération, enfin la vie, et en quelque sorte la décomposition politique du chavisme à travers le madurisme, quoi, en gros. Le fait que, en fait, c'est devenu de plus en plus... c'est presque une thrombose, quoi, enfin une maladie, enfin je veux dire quelque chose comme un blocage, et donc je sais pas toi ce que t'en sais de ça, si t'as lu des choses dessus, mais apparemment c'est pas juste un mouvement, voilà, les Américains viennent, il y a un pays parfait, en bon état, mais il y a une espèce de conspiration, mais au sens neutre, de coaction entre une partie du régime maduriste et l'action d'abduction de Maduro. Alors, je ne suis pas suffisamment familier des tractations à l'intérieur du Venezuela, mais bon, il faut quand même souligner que l'acteur principal, c'était bien les États-Unis. C'est eux ça c'est... Mais ensuite, il semble pas absurde de dire que la faiblesse d'un gouvernement est en quelque sorte aussi le reflet de sa faiblesse vis-à-vis de sa propre population. Clairement. Et quand on reprend un peu le Venezuela des dernières années, on a effectivement des évolutions assez spectaculaires, mais qui à nouveau ne peuvent être comprises si on oublie la citation de Marini que je donnais tout à l'heure, que ce qui se passe dans un pays sous-développé est avant tout déterminé par le marché mondial. Et donc, un des résultats, précisément, de la formation du capitalisme à l'échelle mondiale, c'est une spécialisation très étroite des pays sous-développés dans 1, 2, 3, 4 secteurs. Et ces marchandises-là, elles sont exportées. Et ils sont généralement exportés par des capitalistes étrangers qui, au préalable, ont investi sur place. Et ce qui fait que, d'une part, c'est bien exporté, et ça c'est une observation simplement statistique, perdent en termes de valeur par rapport à ce que les pays sous-développés importent comme des machines. Donc on a ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange. Donc ce que les pays sous-développés exportent vaut de moins en moins à chaque année qui passe. Et puis la deuxième implication, c'est que comme les ressources des pays sous-développés sont principalement exploités par des capitalistes étrangers, ces capitalistes étrangers rapatrient aussi une partie très importante des profits, de sorte à ce que reste très peu d'argent pour l'investissement sur place et donc pour le développement économique sur place. Ce qui fait aussi que la bourgeoisie
nationale dans les pays sous-développés, eh bien, elle occupe des secteurs plutôt peu performants, assez secondaires. Et dans ces secteurs, eh bien, elle surexploite les travailleurs parce que il y a très peu de marge, parce que l'essentiel est en quelque sorte raflé par les capitalistes étrangers. Et on a cette dynamique aussi au Venezuela. Et quand on reprend le Venezuela dans son histoire économique assez récente, eh bien, un des problèmes majeurs, c'était évidemment 2015. C'était l'effondrement du cours du pétrole. L'effondrement du cours du pétrole qui a entraîné notamment qui a déclenché une dynamique d'approvisionnement des travailleurs tout à fait spectaculaire. La part du travail dans lavage... Pardon, j'ai dit d'appauvrissement. Oui, j'ai dit quoi? Approvisionnement. Non, appauvrissement, ouais. Donc, dans la part du travail dans la valeur ajoutée au Venezuela, elle est passée de 48% en 2014 à peu près 10% aujourd'hui. C'est spectaculaire. Et donc, la première baisse, c'est vraiment en 2015, avec la baisse du cours du pétrole. Et la deuxième baisse, c'est 2018-2019, à la suite des sanctions américaines qui ont eu un impact très, très important. Typiquement, le Venezuela a été privé d'accès au marché financier américain. Il n'a donc pas pu restructurer sa dette. De la même manière... Eh bien, comme le Venezuela achète par exemple de l'équipement médical, des médicaments, avec les devises qu'il gagne à travers l'exportation de pétrole, eh bien, ne plus pouvoir exporter parce que précisément la société pétrolière nationale est aussi sanctionnée par les États-Unis, eh bien, ça a imposé au Venezuela de renoncer par exemple à soigner une partie tout à fait considérable de sa population. Donc, les économistes Weiss Brod et Sachs estiment que 40 000 morts annuels sont dus précisément aux sanctions. Et donc, évidemment, on prend ces phénomènes-là, l'appauvrissement de la population, le non-accès à la santé, donc une surmortalité, plus aussi, évidemment, énormément de gens qui ont aussi quitté le pays, bah, tout ça fait évidemment que la légitimité du pouvoir s'affaiblit, et donc le pays résiste moins bien face à une agression. Et du coup, ça donne l'impression que dans ce cadre structurel, on a le choix qu'à s'aligner avec le principe américain ou lentement entrer dans des formations politiques d'appauvrissement et même des formes de régimes dictatoriaux, verticalisés, autoritaires, etc. Et il y a un moyen de ne pas s'aligner avec le principe hégémonique, la forme que prend le capitalisme mené par les États-Unis, et de pas finir en dictature, et de pas finir en décomposition. Quel sens ça a? Parce que ça fait vraiment penser... Bon, c'est une analogie historique qui a pas grand sens, mais le début... la première hypothèse de l'Allemagne de Weimar, puis ensuite nazie, c'était de s'allier avec la Grande-Bretagne pour entrer en compétition avec les États-Unis au niveau économique. Et au tout début, Weimar suivait le principe américain, c'est-à-dire recevait un afflux de marchandises, d'industries américaines. Et puis, il y a une dégradation, il y a la crise, et il décide d'entrer en confrontation avec ce capitalisme-là. Bon, ça dégénère énormément, quoi. Je veux dire, c'est la limite des choses. Donc, est-ce qu'il y a un moyen, il y a une manière d'envisager les choses qui sort de cette espèce de pince où soit tu t'alignes avec la domination brutale mondiale du capital américain et tu seras plus ou moins épargné sauf tes classes populaires, soit tu luttes contre, mais comme Adam Tooze dit dans son livre Wages of Destruction, c'est sous la forme d'un défi épique à l'ordre économique, et on n'est plus dans l'économie et on n'est pas sûr qu'il y ait une grande force du défi épique pour produire de l'ordre. Bon, voilà. Il y a eu quand même dans la littérature dépendantiste, il y a eu cette idée du découplage. Ouais. Et c'est pas juste une pensée magique où on arrête toute interaction avec le centre du capitalisme mondial. C'est beaucoup plus fin. C'est un raisonnement sur les complémentarités entre une économie donnée et le reste du monde. Et dans une certaine mesure, le Venezuela l'a tenté aussi. Justement, le secteur pétrolier vénézuélien, il est
en complémentarité avec notamment les raffineurs américains dans le golfe du Mexique. Et donc les autorités du Venezuela ont identifié ça comme une faiblesse, par exemple. Et donc ils ont essayé de trouver un arrangement avec la Chine, où la Chine raffinerait le pétrole lourd du sous-sol vénézuélien. Et donc c'était un projet des années 2010. Au début, ça a intéressé la Chine, mais assez vite, les Chinois n'ont pas donné suite. Au milieu des années 2010, le projet était déjà mort. Ensuite, à Singapour, quelques raffineurs ont vu le jour, mais ça n'a pas bien fonctionné. Et alors, l'explication qu'on donne de la réticence chinoise, c'est que les Chinois avaient l'impression que finalement, le secteur pétrolier vénézuélien, il était trop corrompu, il était mal géré. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est ça l'explication qu'on nous donne. Et donc, finalement, le défi, il est extrêmement important, c'est qu'il faut à la fois trouver des nouvelles complémentarités qui permettent de découpler, mais il faut aussi éviter, et c'est particulièrement difficile là, quand on est riche en ressources clés, il faut éviter des formes de corruption, de complaisance et des choses comme ça. Mais en soi, il n'y a pas d'autre choix, en quelque sorte. Si un pays veut sortir de la spirale du sous-développement, c'est à peu près la seule manière dont c'est possible. Et à nouveau, c'est intéressant parce que les plus libéraux au sein du gouvernement, ou même plus largement des autorités vénézuéliennes, pensaient aussi à un moment que, notamment en 2022, quand Maduro a fait son voyage en Chine, pensaient que finalement, imiter ce que la Chine a fait va permettre finalement un développement beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre des États-Unis. Probablement l'erreur d'appréciation qui a été faite, c'est que le point de départ de la Chine n'est pas du tout le même que celui du Venezuela, un pays beaucoup plus petit, beaucoup plus fortement pénétré par le capital américain, et donc l'effort va être aussi beaucoup plus difficile à réaliser, et donc de fait, en 2022, le Venezuela développe des zones économiques spéciales, avec encore moins de droits des travailleurs, avec moins de fiscalité, donc des choses très très libérales, mais sans pouvoir se défaire en quelque sorte d'une subordination. Au-delà du fait que tout ça, évidemment, ça prend des années. Enfin, si on a 200 ans de capitalisme, on le décortique pas en 15 ans, donc ça aussi.